me fait plaisir de présenter Dr. Alexandra Arruda, qui a obtenu un doctorat du premier cycle en pharmacie en 2017 et une maîtrise en pharmacothérapie avancée en 2019. Elle travaille depuis plus de 4 ans comme pharmacienne clinicienne à l'hôpital en santé mentale Albert-Prévost. Elle travaille également à l'hôpital Rivière-des-Prairies en pédopsychiatrie chez la clientèle autiste. Nous la remercions chaleureusement d'avoir accepté de partager son expertise avec nous dans la gestion des effets indésirables des psychotropes. Donc, bonjour à tout le monde. Merci pour la présentation. On va y aller directement dans le sujet. Donc, le plan de la présentation, je vais vous présenter brièvement des abréviations que j'ai utilisées pendant ma présentation, les objectifs, puis ensuite, on va attaquer les antipsychotiques, dont la clozapine, et les stabilisateurs de l'humeur. On va parler du lithium et du divalproex, puis finalement, une petite section sur les antidépresseurs. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer avec la présentation. Les abréviations que j'ai utilisées durant la présentation. Donc, les objectifs, c'est de revoir certains mécanismes qui peuvent expliquer les effets indésirables des psychotropes, réviser les différentes stratégies de prévention des effets indésirables, se sensibiliser aussi aux facteurs de risque qui sont modifiables ou non modifiables. Puis finalement, on va réviser les différentes stratégies de gestion non pharmacologique et pharmacologique des effets indésirables des psychotropes. Donc, ici, j'ai mis la liste des effets indésirables qu'on va aborder pour les antipsychotiques. Donc, tout d'abord, on va regarder les réactions extrapyramidales. Donc, on va regarder la dystonie aiguë, le parkinsonisme aigu, la cachexie aiguë et la dyskinésie tardive. Donc, je crois que c'est les réactions extrapyramidales qu'on voit le plus en clinique. J'ai mis là, un tableau là, qui illustre les différentes puissances des antipsychotiques selon les classes. Donc, on a faible, modéré et élevé. Parce que, comme on sait, là, les antipsychotiques de première génération, ils occupent de 60 à 80 le récepteur D2, ce qui produit l'effet thérapeutique, mais aussi une occupation qui est de 75 à 80 du récepteur D2, ça peut mener à des symptômes extrapyramidaux aigus. Si on compare ça avec les antipsychotiques de deuxième génération, l'effet thérapeutique est attribuable, oui, à l'antagonisme du D2, mais aussi au blocage de certains récepteurs comme les récepteurs sérotoninergiques. Donc, les antipsychotiques de deuxième génération, ils vont se lier au D2, mais de manière plus large, ils vont se dissocier aussi plus rapidement, ce qui peut expliquer qu'ils sont moins à risque de réaction extrapyramidale aiguë, même si le risque demeure quand même présent. Ici, dans le cercle, là, j'ai mis un peu les stratégies générales là, qu'on peut utiliser pour faire face aux réactions extrapyramidales. Puis, c'est toutes des stratégies qui devraient être considérées avant l'ajout d'un médicament correcteur. Donc, tout d'abord, au cœur, là, on a la prévention, donc la gestion des facteurs de risque modifiables, l'utilisation des antipsychotiques de deuxième, troisième génération, augmentation progressive des doses, utilisation de doses minimales efficaces. C'est toutes des stratégies de prévention qu'on peut utiliser avant la survenue d'une réaction extrapyramidale. Sinon, si ça arrive quand même, on peut penser à diminuer la dose de l'antipsychotique parce que c'est des effets qui sont dose dépendants. On peut changer l'antipsychotique pour un antipsychotique qui est moins incisif. Et finalement, en dernier recours, on peut traiter avec un médicament qui peut, c'est ça, traiter avec un médicament qui peut diminuer la réaction extrapyramidale ou en tout cas la corriger. Mais il faut garder en tête que c'est des médicaments aussi qui présentent leur lot d'effets indésirables, puis aussi peu d'études contrôlées randomisées qui supportent leur utilisation. Donc, la première réaction extrapyramidale, c'est la dystonie aiguë, dont la physiopatho demeure encore inconnue. C'est un effet qui est dose dépendant, qui peut apparaître après quelques heures jusqu'à quelques jours, donc jusqu'à 5 jours normalement. Je vous ai mis ici la liste des facteurs de risque. Donc, souvent, ce qu'on voit en clinique, c'est des jeunes patients qui sont naïfs aux antipsychotiques, des hommes
qu'on titre rapidement la dose de l'antipsychotique et qu'on utilise des antipsychotiques de forte puissance. Donc, une des stratégies, bon, ben, donc, il y a la prévention, comme je vous ai dit tantôt, mais il est suggéré aussi dans quelques références d'utiliser un anticholinergique pour les antipsychotiques à forte puissance comme Aldol. C'est un peu ça qu'on fait en pratique. Là, on l'associe, pas qu'un anticholinergique, mais avec comme de l'activant, surtout pour les patients qui sont à risque élevé. Donc, cette stratégie-là qui peut être tentée. Sinon, si on fait face à une dystonie légère, souvent, il n'y a pas de traitement qui est nécessaire. Ça va souvent se résoudre d'elle-même suite à la dernière dose antipsychotique. Si la dystonie est plutôt modérée, on va utiliser un anticholinergique en Péros ou en IM. Puis après, dans les cas plus graves, donc quand on observe une obstruction des voies respiratoires, ben, c'est une urgence. Donc, ça nécessite un traitement par la voie intraveineuse avec un anticholinergique. Puis souvent, on va évidemment cesser l'antipsychotique. Puis on va poursuivre l'anticholinergique pendant un bon 24 à 48 heures après. Oups, OK. Donc, les médicaments qu'on utilise pour traiter un épisode aigu, alors on va y aller souvent avec la benztropine en IM qui agit assez rapidement, donc en 15 minutes. Sinon, il y a le IV là, pour les cas plus graves qui agit environ en 5 minutes puis qu'on peut répéter après 30 minutes en essayant de ne pas dépasser la dose de 8 mg par jour. Puis après, on va pouvoir passer à la voie Péros en prévention si on maintient encore le même antipsychotique. Sinon, les benzos, donc le lorazepam, ça peut être aussi une alternative si, mettons, on a une intolérance ou on n'a pas une bonne réponse avec la benztropine. Puis les antihistaminiques, ça va être aussi plus recommandé en deuxième intention. Puis après l'épisode aigu, comment qu'on gère ça? Bien, idéalement, on essaie de changer d'antipsychotique pour un antipsychotique qui est moins incisif où on diminue la dose de l'antipsychotique. Puis, à garder en tête que si on a rajouté un anticholinergique pour une dystonie aiguë, on peut quand même penser à le sevrer après quelques temps. On peut y aller assez tranquillement, mais la dystonie aiguë, c'est vraiment comme dans la première semaine. Ensuite, le parkinsonisme aigu. Donc, c'est aussi un effet qui est dose dépendant avec apparition insidieuse. Donc, après quelques jours à quelques mois, on parle à peu près 80% dans les 6 premières semaines, qui est généralement réversible. C'est ça. Fait que c'est généralement réversible, surtout dans les jours ou les semaines après le retrait de l'antipsychotique. Mais des fois, on peut voir que l'effet, donc le parkinsonisme, peut quand même perdurer quelques mois, même si on a enlevé l'antipsychotique. Puis, je vous ai mis ici la liste des facteurs de risque. Donc, on retrouve encore l'augmentation de dose antipsychotique, l'ajout d'un second antipsychotique, donc c'est tous des facteurs de risque du parkinsonisme aigu. Oups, je suis allée trop vite. Donc, dans les médicaments, donc, on va retrouver ceux qui causent le plus, qui sont plus à risque de parkinsonisme aigu. On a l'aldol, la paliperidone et la risperidone. Je pense qu'on voit aussi beaucoup ça en clinique. Alors, c'est ça. Dans la gestion de cet effet-là, on peut changer l'antipsychotique, diminuer la dose. Sinon, pour les médicaments, il y a peu de données vraiment, là, quand je regarde dans la littérature, qui soutiennent l'utilisation de médicaments, mais on va quand même souvent utiliser la benztropine en Péros. Puis c'est ça, garde en tête que c'est un médicament qui est très anticholinergique. Donc, on pourrait penser aussi parfois d'utiliser la mantadine chez les personnes âgées, même si ça peut quand même causer de l'hypotension orthostatique. Puis, c'est ça, le mécanisme d'action n'est pas clairement élucidé, probablement une augmentation de la transmission de la dopamine, puis ça serait probablement aussi moins efficace là, que la benztropine pour traiter le parkinsonisme. Puis aussi, il y a une tolérance qui peut s'installer après 1 à 8 semaines. Ensuite, la cachexie aiguë.
Donc, encore la physiopatho qui n'est pas très bien comprise, c'est un effet dose dépendant qui apparaît après quelques jours à quelques semaines. Donc, un peu comme le parkinsonisme, là, 90% des cas d'acathisie aiguë dans les 6 premières semaines. Puis, je vous ai mis aussi les facteurs de risque là, qui sont assez semblables. Donc, ceux qui en causent le plus, on retrouve l'aripiprazole, l'aldol, l'urazidone et l'aziprazidone. Donc, ici, l'acathisie aiguë, on peut encore utiliser les mêmes stratégies de changer l'antipsychotique, diminuer la dose. C'est un effet, c'est une réaction extrapyramidale qui est quand même plus difficile à traiter. Les preuves aussi sont très limitées. En première intention, on utilise souvent le propranolol, qui a démontré une efficacité modérée dans des petites études contrôlées avec placebo. On peut utiliser quand même jusqu'à 120 mg. Donc, souvent, moi, je vois en clinique, on utilise des doses comme 10, 20 mg TID, puis après, on se dit que c'est pas efficace, mais si c'est bien toléré, là, il y a quand même possibilité d'augmenter la dose jusqu'à 120 mg. C'est sûr qu'il faut garder en tête que ça peut causer de l'hypotension orthostatique puis de la bradycardie. Sinon, il y a aussi l'option avec le lorazepam, surtout une acathisie qui est aiguë, incommodante, vu il y a la possibilité de le donner en intramusculaire, ça peut être intéressant. Puis, l'efficacité de la benzo pour traiter l'acathisie serait dose dépendant, mais bien entendu, une utilisation à long terme est moins souhaitable à cause des risques de dépendance, puis aussi hausse de mortalité là, chez les patients schizophrènes. Euh, il y a la benztropine qui est quand même moins efficace là, pour traiter l'acathisie versus traiter une dystonie ou du parkinsonisme. Je n'ai pas vraiment non plus trouvé d'études systématiques, mais ça peut être intéressant quand on a du parkinsonisme et de l'acathisie. Comme ça, on peut tenter une seule molécule pour traiter ces deux effets, ces deux réactions extrapyramidales. Puis finalement, la mirtazapine, qui peut être utilisée jusqu'à 15 mg, donc on n'a pas besoin d'aller à des doses de 45 mg, que l'efficacité serait similaire à celle du propranolol. Donc, j'ai trouvé dans une méta-analyse deux études contrôlées, randomisées contre placebo, puis une contre placebo et propranolol, qui ont démontré l'efficacité, mais c'est sûr qu'il n'y avait pas il n'y avait pas beaucoup de patients dans ces études-là. Donc, je pense que sa place est plus réservée si on a une intolérance au propranolol, si on a une dépression, une insomnie comorbide. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ensuite, donc la dernière réaction extrapyramidale, la dyskinésie tardive, qui est, je pense, celle qu'on est le moins à l'aise. C'est une apparition après des mois à des années. Ça peut aussi persister même si on cesse l'antipsychotique, puis ça peut être même être irréversible. Puis il faut la différencier de la dyskinésie de retrait qui dure, qui est dans le fond en lien avec un retrait d'antipsychotique puis qui dure moins d'un mois. Donc, c'est pas exactement la même chose. Sinon, les facteurs de risque, on peut noter les personnes non caucasiennes, les personnes âgées aussi. Et c'est un effet qui est surtout attribué là, aux premières générations, là, dont l'aldol. Mais c'est pas, ça peut quand même être présent là, avec les deuxièmes générations. Oups. Donc, comment qu'on gère cet effet-là? Donc, on peut tenter de changer l'antipsychotique pour un deuxième ou troisième génération, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'évidence là-dessus. J'ai vu quelques case reports positifs avec risperidone ou olanzapine, donc quand on switchait pour ces molécules-là. Sinon, enlever, sevrer, retirer les anticholinergiques comme la benztropine qui peuvent aggraver la dyskinésie tardive. Mais c'est sûr, si on est en présence aussi d'un patient qui a du parkinsonisme, on peut quand même tenter de l'enlever, mais il faut garder en tête que ça pourrait être plus long, donc prendre plus son temps, comme prendre des mois là, pour faire le sevrage. Sinon, le switch à la clozapine, ça revient quand même souvent parce que la clozapine pourrait améliorer là, les mouvements involontaires.
Sinon, une autre stratégie, ça serait de diminuer la dose pour prévenir surtout l'aggravation de la dyskinésie tardive. Puis c'est ça, garde en tête que le retrait immédiat, ça pourrait aggraver de façon instantanée là, la dyskinésie tardive en démasquant des symptômes plus sévères. Puis sinon, il y a en dernier recours, là, il y a des médicaments qu'on peut tenter. Donc, dans les médicaments qu'on peut tenter, celui qui revient souvent en première intention, là, c'est la tétrabénazine, qui est un dépléteur des monoamines et bloqueur des récepteurs de la dopamine. Donc, selon le American Academy of Neurology, il peut diminuer les symptômes de dyskinésie tardive, mais à garder en tête qu'il peut aussi causer du parkinsonisme, dépression, anxiété, et que les effets bénéfiques ne durent pas longtemps. Donc, souvent, on va avoir même un retour des mouvements anormaux si on cesse là, la tétrabénazine. Ensuite, le clonazepam, qui a démontré une efficacité modérée dans une étude contrôlée randomisée, une efficacité modérée pour réduire les symptômes de dyskinésie tardive, surtout dans les 3 premiers mois. Donc, vraiment à considérer là, à court terme, selon aussi le American Academy of Neurology. Puis, ils ont aussi mentionné qu'une tolérance peut se développer là, avec ce médicament-là. Sinon, un produit de santé naturelle, le ginkgo biloba, j'ai trouvé dans une étude contrôlée randomisée à double insu qui avait une efficacité modérée. C'est une étude qui s'écoulait jusqu'à 12 semaines avec 240 mg par jour. Mais à garder en tête que c'est un médicament qui a beaucoup d'interactions avec d'autres médicaments. Ça peut augmenter le risque de saignement, diminuer l'efficacité des antiépileptiques, des antidépresseurs. Puis ça peut aussi jouer sur la glycémie. Puis, finalement, la vitamine B6, la vitamine E, pour la vitamine B6, l'évidence est quand même faible, mais il y aurait un effet positif dans une méta-analyse de Cochrane. Puis sinon, la vitamine E, ça pourrait peut-être prévenir l'aggravation de la dyskinésie tardive, mais encore là, les données sont insuffisantes puis conflictuelles. Donc, les effets métaboliques des antipsychotiques. Donc, ici, on parle de gain de poids, d'hypertension artérielle, perturbation du bilan lipide, augmentation de la résistance à l'insuline. Ouais, ben en fait, non, j'ai pas. Ben c'est ça, vu que c'était comme pas disponible au Canada, puis on a comme la tétrabénazine qui est comme son petit cousin, là, tu sais. Fait que j'ai pas vraiment plus lu là-dessus, là. Je me suis plus attardée avec ce qu'on avait de disponible au Canada, là. On va revenir aux effets métaboliques. Donc, c'est ça, le gain de poids, c'est l'effet indésirable qui mène le plus à l'inobservance médicamenteuse. Donc, c'est quand même un effet qu'il faut comme garder en tête, là, puis ne pas prendre à la légère. Donc, c'est aussi, il faut aussi se rappeler que le gain de poids, ça peut mener à une perturbation des lipides puis au changement dans la sensibilité à l'insuline, mais ça peut aussi survenir indépendamment du gain de poids. Donc, c'est pas le seul indicateur qu'il faut regarder là, pour savoir si mon patient il va avoir un syndrome métabolique. Donc, donc, c'est ça, la gestion, ça vient surtout de la prévention. Donc, s'assurer que le patient il adopte des bonnes habitudes de vie, faire un bilan de base au niveau du poids, tour de taille, etc. Évaluer aussi les facteurs de risque pour souvent, là, surtout là, pour orienter le choix de l'antipsychotique. Puis dans la gestion, j'ai trouvé une méta-analyse de 10 études contrôlées, randomisées de 2 à 6 mois qui démontraient une diminution de 5,6 livres juste avec une modification des habitudes de vie. Donc, vous allez voir, c'est quand même comparable à ce que nos molécules peuvent donner aussi comme effet. Sinon, d'autres options dans la gestion, c'est de changer l'antipsychotique, de traiter avec des traitements usuels pour la dyslipidémie, diabète, hypertension, ou c'est ça, de rajouter un adjuvant, mais c'est vraiment en dernier recours. Donc, dans les adjuvants,
Alors, on a la metformine qui est le médicament qui est le plus étudié, qui peut diminuer le poids en diminuant la résistance à l'insuline, puis en coupant aussi l'appétit. Donc, ça diminue environ de 7,1 livres jusqu'à 3 mois. Donc, au-delà de 3 mois, on n'a pas les données pour ça. Puis, ce qui est intéressant dans ces études-là, c'est qu'il y avait des patients obèses et non obèses, et aussi que ça peut améliorer le profil métabolique, au niveau de la glycémie puis des triglycérides. Sinon, en deuxième intention, ou en tout cas, la deuxième molécule la plus étudiée, ça serait le topiramate, qui a un effet assez similaire avec la metformine, donc qui diminue de 6,8 livres en 3-4 mois. Par contre, là, c'est moins clair si ça aide à améliorer la résistance à l'insuline puis le bilan lipidique. Puis aussi, ben, il y a plusieurs effets indésirables comme des troubles cognitifs, paresthésie, étourdissement, somnolence, qu'on a moins chez nos patients schizo qui ont déjà ces effets-là par d'autres médicaments, là. Liraglutide, donc le Victoza, qui est une injection sous-cutanée une fois par semaine, qui peut diminuer le poids, donc entre 11,7 13,2 livres, quand on le comparait au placebo. Ça pourrait aussi améliorer la glycémie, tension artérielle, cholestérol, l'hémoglobine glycée. Mais moi, je pense que je le réserverais vraiment pour nos patients qui sont diabétiques. Ça peut être une bonne option. Parce que c'est quand même des injections une fois par semaine. Puis ensuite, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Lybalvi qui a été approuvé aux États-Unis, mais pas encore approuvé là, au Canada. Mais c'est une molécule, dans le fond, qui combine un opiacé. Donc, dans le fond, là, la logique derrière ça, c'est que le système opioïde il joue un rôle dans la prise de poids parce que les antipsychotiques augmentent les effets gratifiants des aliments riches en calories. Puis le samidorphan, c'est un antagoniste des récepteurs opioïdes. Euh, ça fait que ça diminue l'effet gratifiant. Puis, dans une méta-analyse, ils ont vu que le gain de poids était de 6,9 avec le Lybalvi versus 10,7 avec seulement olanzapine. Moi, je trouve pas que c'est une grosse différence, mais dans l'étude, dans la méta-analyse, c'était un effet qui était quand même significatif. Mais à garder en tête que c'était des patients non obèses qui étaient dans l'étude. Fait que c'est sûr que pour une personne qui est vraiment obèse, c'est pas une grosse différence en termes de perte de poids. Puis aussi, ça protège pas des perturbations au niveau de la glycémie, des lipides. Donc, moi, je trouve que c'est pas vraiment une molécule qui est intéressante pour l'instant. Ensuite, les effets sexuels, qui sont secondaires à l'hyperprolactinémie. On trouve ici surtout amisulpride, paliperidone, risperidone. Je vous ai mis une liste là, de tous les effets, tous les symptômes qui peuvent résulter là, d'une hyperprolactinémie, dont la diminution de la densité minérale osseuse et de l'ostéoporose à long terme. Mais il faut aussi garder en tête que c'est souvent des patients qui présentent d'autres facteurs de risque, comme le tabac, l'alcool, l'obésité, le diabète, etc. Donc, c'est sûr que ça surajoute là, au risque d'ostéoporose, puis aussi le risque de cancer du sein à long terme chez les femmes. Donc, au niveau de la gestion, je pense que c'est vraiment important la prolactine de base. Euh, Comme ça, on peut au moins comparer si c'est une hyperprolactinémie qui était déjà présente ou non. Ensuite, diminuer la dose, ça peut être une des stratégies pour diminuer les effets sexuels secondaires à l'hyperprolactinémie. Sinon, de changer pour un antipsychotique épargneur de prolactine. Aussi, surtout si on a fait de prolactine de base, éliminer les symptômes d'une maladie de l'hypophyse comme des céphalées, troubles visuels, ça peut être important à faire. Puis, dans les médicaments correcteurs, on va y aller avec l'aripiprazole, qu'on n'a pas besoin d'augmenter à des doses de plus de 15 mg, on peut même débuter ça à 2 mg. Donc, dans une étude, ça diminuait d'environ 18,7 nanogrammes par ml la prolactine.
chez des patients qui prenaient de la risperidone. Il y a aussi l'ajout de bromocriptine, cabergoline, qui peuvent diminuer la prolactine puis améliorer les effets sexuels, mais qui théoriquement pourraient aggraver les symptômes psychotiques. Puis finalement aussi le Viagra qui peut être utilisé comme agent correcteur là, pour la dysfonction érectile. Ensuite, l'hypotension orthostatique qui est expliquée par le blocage des récepteurs alpha-1 et des effets anticholinergiques qu'on voit souvent avec clozapine, quetiapine, mais même aussi olanzapine. Donc, je vous ai mis ici les facteurs de risque, mais on retrouve surtout le diabète, l'âge avancé. Puis, je voulais revenir aussi sur la définition de l'hypotension orthostatique parce qu'en pratique, je vois que c'est pas exactement fait de cette façon-là. Donc, c'est vraiment une diminution de 20 millilitres de mercure au niveau de la systolique ou 10 au niveau de la diastolique, mais après 3 minutes. Donc, on fait vraiment coucher le patient pendant 5 minutes. Après, on l'assoit où il peut être debout. Après 1 minute, puis après 3 minutes qu'on va prendre les tensions artérielles. Puis il faut vraiment que la diminution soit entre le moment qui est couché à 3 minutes. Donc, il faut vraiment que ça persiste ou perdure là, dans le temps. Comment on gère cet effet-là? Ben, c'est sûr qu'on va y aller avec la prévention, surtout si on a des facteurs de risque. Donc, mettons, les personnes âgées, on va y aller, on va titrer plus graduellement l'antipsychotique. On va aussi essayer de distribuer la dose. Donc, on va séparer en BD, TD. Puis, si on a de l'hypotension orthostatique, on peut penser à cesser les autres médicaments qui peuvent en causer. On peut changer l'antipsychotique, essayer de bien hydrater le patient, les bas de compression, surélever la tête du lit. Les capsules de sel aussi, ça peut aider, mais juste garder en tête qu'elles ne sont pas remboursées par la RAMQ. Puis aussi, finalement, en dernier recours, les traitements pharmacologiques ne sont pas super efficaces. On peut tenter avec la fludrocortisone qui peut par contre donner des effets délétères là, sur la glycémie. Donc, ça peut augmenter la glycémie, ça peut aussi perturber les électrolytes. Et aussi, on peut tenter, sinon, la midodrine qui se donne, par contre, aux 3 à 4 heures. Là, ça a un très court temps de demi-vie. Mais il faut surveiller l'hypertension en position couchée et aussi des rapports de cas de dystonie aiguë. Finalement, la prolongation du QTC. Donc, c'est un effet indésirable qui est très rare, mais qui doit être pris en considération parce qu'il peut être mortel. Donc, le risque de mortalité cardiovasculaire soudaine, c'est de 1,5 à 4 fois là, avec les antipsychotiques. Donc, c'est même plus élevé que le risque de mortalité en lien avec la granulocytose chez les patients qui prennent la clozapine. Puis, il faut surtout, c'est toutes les antipsychotiques qui peuvent prolonger le QTC, mais surtout la misulpride, la clozapine et la ziprasidone. Puis ici, c'est ça, les facteurs de risque, c'est si on utilise des doses élevées d'antipsychotiques, on titre rapidement l'antipsychotique ou si on a déjà une maladie cardiovasculaire préexistante ou de l'hypertension. Puis quand on va commencer vraiment à s'inquiéter, c'est quand le QTC va être au-dessus de 500 ou si on augmente de 60 millisecondes par rapport à la base. C'est là c'est ça, qu'il faut peut-être poser une action. Donc, on est vraiment aussi dans la prévention là, pour cet effet-là. Donc, par un ECG de base, questionner aussi sur les risques personnels du patient de faire des torsades de pointe. Donc, c'est sur le QT long congénital. Est-ce qu'il y a une histoire familiale de mort cardiovasculaire soudaine, une histoire personnelle de syncope inexpliquée? Puis aussi, avant le traitement, essayer de corriger les facteurs de risque de torsade de pointe, donc la bradycardie, l'hypocalémie, l'hypomagnésémie, l'utilisation de cocaïne et alcool, entre autres. Puis, donc, advenant le cas qu'on a une prolongation du QTC qui nous inquiète, on peut voir si on peut cesser ou diminuer d'autres médicaments qui peuvent allonger le QTC. On peut diminuer la dose de l'antipsychotique ou changer l'antipsychotique. Donc, ensuite, la clozapine. Donc, je vais m'attarder sur ces 4 effets indésirables-là. Donc, la tachycardie, qui est un effet anticholinergique direct,
ou qui peut être secondaire, réflexe à l'hypotension. C'est surtout en début de traitement ou quand on augmente les doses. Puis une tolérance est possible après 4 à 6 semaines. Mais en général, on va voir une augmentation de 10 à 15 battements par minute. Puis dans le fond, il faudrait commencer plus à s'inquiéter si la fréquence cardiaque est au-dessus de 120 ou si le patient est symptomatique. Donc, mettons, il y a des palpitations. On peut tout d'abord diminuer la dose puis la réaugmenter de manière plus lentement. Mais si ça persiste là, au-dessus de 4 semaines, il est suggéré d'ajouter un bêta-bloqueur cardio-sélectif. Puis de se rappeler que si le patient est MPOC ou asthmatique, c'est une contre-indication de bêta-bloqueur. Donc, on peut envisager plus un diltiazem ou verapamil pour contrôler la fréquence cardiaque. Puis si ces stratégies-là ne fonctionnent pas puis que la fréquence cardiaque demeure encore au-dessus de 120, il faut penser à cesser la clozapine parce qu'une tachycardie soutenue, ça peut causer une cardiomyopathie à long terme. Donc, c'est ça. C'est important de traiter ça. Sinon, la myocardite, donc, c'est un effet indésirable qui est rare, mais qui est plus élevé dans le premier mois. Donc, 80% dans le premier mois. Puis, dans le deuxième mois, on rajoute un 10% de plus. Donc, on va voir jusqu'à 90% des myocardites. La plupart du temps, c'est réversible si la clozapine est cessée assez tôt. Mais plus on attend, plus on augmente les risques qu'il y ait une atteinte cardiaque qui soit irréversible, donc une cardiomyopathie qui s'installe ou une insuffisance cardiaque. Donc, on est vraiment dans la prévention là, pour cet effet indésirable-là. Alors, CRP, troponine de base, puis ensuite les faire une fois par semaine pendant 4 à 8 semaines, ça dépend vraiment des références. Titrer plus lentement la dose, c'est une stratégie de prévention. Et aussi, bien sûr, monitorer, surtout dans les 2 premiers mois, monitorer le patient pour la tachycardie, s'il y a des douleurs thoraciques, la dyspnée, est-ce qu'il est enflé, symptômes pseudo-grippaux aussi, incluant la fièvre. Donc, c'est vraiment important de bien vérifier ça. Puis, si on doute que le patient il fait peut-être une myocardite, donc c'est recommandé de faire un ECG, des CRP puis des tropos en stat. Puis, surtout suspecter la myocardite si les CRP augmentent en haut de 50, même si les tropos ils restent normaux parce que la CRP va souvent augmenter 1 à 5 jours avant les troponines. Donc, si dans le fond, la CRP est élevée, comment qu'on gère ça? Alors, c'est une condition urgente. Donc, il faut amener le patient à l'urgence pour qu'il puisse au moins avoir, qu'il puisse avoir le diagnostic qui est diagnostiqué, dans le fond, avec une écho cardiaque. Puis aussi, cesser la clozapine en stat, surtout s'il y a une élévation de CRP en haut de 100 ou si les troponines dépassent 2 fois la limite supérieure normale. Puis ensuite, est-ce qu'on peut reprendre la clozapine? Donc, le re-challenge est possible, mais c'est vraiment controversé. Le risque de récidive, il est possible, il est documenté, mais il y a aussi des rapports de cas qui montrent une reprise qui réussit. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Mais il faut garder en tête aussi qu'il faut contacter la compagnie comme Gen, Apo ou Rask pour avoir un suivi étroit avec la cardio de la compagnie. Puis aussi, il faut que le cardio de la compagnie là, approuve la reprise de la clozapine. Ensuite, myoclonie et convulsion, qui est un effet qui est plus relié au pic plasmatique. Donc, en bas de 300 mg là, de clozapine, c'est un effet indésirable qui est assez similaire aux autres antipsychotiques. Donc, on parle de 1 à 2 mais c'est vraiment quand on augmente à des doses plus de 600, 900 mg qu'on augmente le risque, qui est plus évalué à 5 donc, ici, j'ai mis les facteurs de risque qu'il faut prendre en considération. C'est ça. Surtout pour ces patients qui présentent ces facteurs de risque-là, on va y aller beaucoup dans la prévention, donc on va titrer plus lentement les doses. On peut fractionner aussi dès le départ les doses, donc en BD, même jusqu'à 4 fois par jour.
Puis advenant une myoclonie ou une convulsion, c'est important de référer le patient en neurologie pour qu'il y ait un EEG. Puis aussi de faire une clozapine là, pour voir si est-ce que ça peut être d'autres causes qui peuvent expliquer là, la myoclonie. Ou si c'est vraiment comme dû à l'effet d'une clozapine élevée. Ensuite, on peut diminuer la dose, la fractionner si ce n'est pas déjà fait, ou même suspendre la clozapine pendant, pendant l'épisode jusqu'à la résolution. Puis l'ajout d'anticonvulsivants, c'est vraiment réservé là, s'il y a une crise tonico-clonique. Donc, vraiment, là, une vraie convulsion, on peut rajouter un anticonvulsivant si on doit poursuivre la clozapine. C'est pas recommandé en prophylaxie. Il y a des références qui vont le recommander, il y en a d'autres que non, mais en général, je dirais que c'est pas recommandé. Puis on va y aller avec soit Epival ou lamotrigine, se rappeler que carbamazépine, c'est contre-indiqué parce que ça augmente de beaucoup le risque de leucopénie. Finalement, l'incontinence urinaire. Donc, plusieurs mécanismes là, peuvent expliquer l'incontinence urinaire avec les patients qui prennent clozapine. Donc, il y aurait possiblement un effet sédatif, donc qui est expliqué par l'énurésie, donc un patient qui est trop assommé pour se lever la nuit pour aller uriner. Il y a aussi, ça peut être expliqué par une incontinence d'urgence, donc une hyperactivité du détrusor, qui est le muscle lisse dans la paroi de la vessie. Ou ça peut être expliqué par son effet anticholinergique qui mène à une rétention urinaire, donc une incontinence par regorgement. Donc, les stratégies de gestion là, de cet effet indésirable-là, donc on peut éviter les liquides, surtout alcool, caféine, thé, le soir, donc quand même plusieurs heures avant d'aller se coucher. Dire aux patients d'aller uriner complètement avant d'aller au lit, rendre la toilette facilement accessible. On peut aussi fractionner la dose si l'incontinence est secondaire à l'effet sédatif. Éliminer aussi la constipation parce que ça peut mener à l'incontinence d'urgence par regorgement et aussi l'hypertrophie bénigne de la prostate qui peut mener à l'incontinence par regorgement. Puis, en vraiment dernier recours pour l'incontinence d'urgence, parce que c'est pas, encore une fois, des molécules qui sont très efficaces, on peut tenter l'oxybutinine, qui est utilisée de 1 à 3 fois par jour, qui a une amélioration qui est très lente, là, donc l'amélioration peut prendre jusqu'à 4 semaines, puis avec une efficacité maximale jusqu'à 12 semaines. Sinon, il y a la desmopressine, qui est l'hormone antidiurétique, qui peut être donnée 1 fois par jour avant le coucher. Alors maintenant, on va parler des stabilisateurs de l'humeur. Donc, je vais juste parler du lithium et de l'épival. Donc, je vous ai mis ici une liste là, de ce qu'on va aborder. Donc, les tremblements. Donc, les tremblements, on peut voir ça avec le lithium et le divalproex, mais on le voit quand même un peu plus avec le lithium, surtout au niveau des mains. C'est généralement symétrique. C'est souvent des tremblements d'action. Donc, quand un patient va écrire ou va prendre sa tasse de café. Donc, c'est important aussi, ça, d'évaluer le tremblement. Est-ce que c'est d'action? Est-ce qu'il est plus postural, parkinsonien, donc peut-être aussi secondaire? Est-ce que c'est peut-être un tremblement secondaire, un antipsychotique? On peut aussi réévaluer les autres médicaments que le patient prend, dont les SRS qui peuvent causer des tremblements de faim. Donc, puis, c'est ça, c'est un effet qui est dose dépendant, donc on peut diminuer la dose tout d'abord, puis se rappeler que les tremblements qui réapparaissent en cours de traitement, ça peut être signe d'une intoxication aiguë, autant pour lithium que pour le divalproex. Donc, c'est important de penser à ça puis de faire un dosage. Sinon, d'autres stratégies, ça serait de réduire l'utilisation de nicotine, caféine, puis finalement rajouter un médicament correcteur comme le propranolol qui est utilisé en tremblement essentiel. Donc, au niveau gastro-intestinal, ces deux molécules-là peuvent provoquer des nausées, des vomissements, diarrhée, douleurs abdominales. Mais on voit souvent ça en début de traitement, c'est transitoire. Donc, une des premières stratégies, là, ça peut être d'attendre, sinon de diminuer la dose.
puis de la réaugmenter plus lentement, ou sinon de diviser la dose, là, surtout en début de traitement. Moi, je fais souvent ça avec le lithium, là, je le donne en BID parce qu'au niveau gastro-intestinal, ça peut être plus difficile à tolérer. Puis même chose, là, pour le lithium, surtout si ces symptômes-là réapparaissent en cours de traitement, ça peut être signe d'une intoxication aiguë. Alors maintenant, plus spécifiquement pour le lithium, donc le diabète insipide néphrogénique. Euh, donc, en fait, c'est un effet indésirable qui est surtout manifesté par de la polyurie, polybutie, donc qu'on peut voir chez 50 à 73 des utilisateurs à long terme du lithium. Mais le diabète insipide, on voit plutôt ça chez 20 à 40 des patients qui prennent lithium. C'est un effet qui est possiblement réversible là, avant 2 à 6 ans d'utilisation, mais ça tombe plutôt irréversible si on a une atteinte rénale avec un DFGE en bas de 40 à 45 ml minute. Puis qu'est-ce qui explique, c'est quoi dans le fond, qu'est-ce qui fait en sorte que le lithium mène à cet effet-là? C'est que le lithium va inhiber l'effet stimulant de l'hormone antidiurétique, donc l'ADH, sur la résorption d'eau dans le tubule collecteur du néphron. Donc, dans le fond, le lithium, ça fait que ton rein il est moins capable de retenir ton eau parce qu'il va altérer la fonction de l'hormone antidiurétique. Puis ça peut mener à une réduction de la filtration glomérulaire. Bon, j'avais trouvé à peu près 6,22 ml par minute après 1 an. Puis c'est ça, cette réduction de filtration glomérulaire, ça semble être expliqué par un remodelage là, au niveau du tubule collecteur qui peut mener au développement d'inflammation là, au niveau du tubule collecteur. C'est quand même pas un effet à prendre à la légère. Puis je vous ai mis ici là, les facteurs de risque. Donc, quand on a utilisé le traitement pendant plus longtemps, donc on parle de doses cumulatives. Si le patient il a des lithémies qui sont élevées de manière chronique, un patient qui a beaucoup fait d'intoxication au lithium, un âge augmenté, puis l'utilisation concomitante de d'autres psychotropes, donc les antipsychotiques surtout. OK. Donc, pour cet effet-là, ce qui est vraiment important, c'est au niveau de la prévention. Donc, on fait des bilans rénaux, on regarde les électrolytes, on questionne sur les symptômes de, surtout nicturie, qui est la première manifestation d'un diabète insipide néphrogénique, la polyurie, la polydipsie. Euh, Puis même la polyurie, là, si on est à l'aise, là, puis si le patient il est comme si le patient, ça y tente aussi. Là, on peut faire une collecte urinaire sur 24 heures. Puis la définition de la polyurie, c'est plus de 3 litres par 24 heures. Fait que c'est sûr, si ça l'arrive, ben, il faudrait se questionner sur un diabète insipide néphrogénique. D'autres stratégies de prévention, ça serait de viser une glycémie sérique basse. Donc, penser à diminuer la dose après la résolution d'un épisode aigu. Il y a aussi des données qui suggèrent que le volume urinaire et la fréquence urinaire peuvent être diminués avec l'administration 1 fois par jour du lithium. Ce n'est pas des données très, très, très solides, mais je pense que ça vaut quand même la peine d'essayer. Puis aussi de prévenir les intoxications au lithium. Donc, de rappeler aux patients d'être bien hydratés puis de toujours vérifier les interactions médicamenteuses. Donc, si on suspecte, là, mettons que le patient il a plein de symptômes là, de diabète insipide néphrogénique, donc on soupçonne qu'il y en a un, ben, une chose à faire, ça peut être de le référer en néphro pour qu'il élimine d'autres causes de polyurie, polydipsie, puis aussi qu'il confirme le diagnostic. Donc, il peut faire un test de privation d'eau, test aussi avec la desmopressine, mais je vais vous épargner les détails. Puis si le diagnostic est confirmé, c'est sûr qu'il faut penser à cesser le lithium parce que ça peut mener à une réduction de la filtration glomérulaire à long terme. Mais si on considère que les risques, que les bénéfices surpassent les risques de continuer le lithium, il y aurait l'ajout de l'amyloride, qui est un diurétique, qui préviendrait l'accumulation du lithium dans les cellules du tubule collecteur d'environ 87
Puis, en gros, son effet, c'est qu'il va diminuer la quantité d'urine, il va améliorer l'effet stimulant de la l'ADH, mais ça fonctionnerait seulement en cas de capacité diminuée de manière réversible. Donc, les cas qui ne sont pas en bas de 40 à 45 ml, parce que là, quand ça devient réversible, il n'y a pas vraiment de bénéfice à rajouter l'améliorer. Ah oui, puis aussi garde en tête que l'amyloride, c'est un diurétique, donc ça peut interagir avec le lithium puis augmenter les vitamines. Ensuite, l'hyperparathyroïdie. Donc, c'est un effet qu'on peut voir avec le lithium à long terme. En fait, c'est expliqué par le fait que le lithium va augmenter la réabsorption rénale du calcium d'environ 10 ce qui va stimuler le relâchement de l'hormone parathyroïde. Et les symptômes associés à l'hypercalcémie ou l'hyperparathyroïdie, c'est la faiblesse, fatigue, calculs rénaux, insuffisance rénale et l'ostéoporose. Puis aussi, à long terme, une hyperplasie parathyroïdienne est possible. Donc, c'est vraiment important de, euh, de bien gérer cet effet-là. À la base, il faut faire un calcium ionisé. J'ai mis ionisé en lettres majuscules parce que souvent, on va avoir des calcémies totales qui représentent la forme libre et la forme liée à l'albumine, mais c'est juste la forme qui est libre qui est active. Euh, donc, la forme libre, c'est la forme ionisée, ça fait que c'est celle qui nous importe. Mais parfois, mais toutefois, si on a une formule sanguine avec un calcium total puis une albumine, il existe une formule mathématique là, qu'on peut utiliser pour déterminer c'est quoi le calcium ionisé. Donc, si on fait face, c'est ça, donc il faut monitorer le calcium ionisé, bon, au moins au début, peut-être aux 6 mois, puis après à chaque année. Si on voit que le calcium augmente, surtout en haut de 2,75 mmol par litre, il faut penser à faire une PTH. Puis, si la PTH est élevée, il est recommandé que le patient soit référé en endocrino pour la conduite. Donc, ça peut être il peut être traité ou il peut aussi ne pas être traité parce que les élévations qui sont plus faibles en PTH, c'est souvent asymptomatique. Puis souvent, la recommandation, ça va être simplement de monitorer. Mais les élévations plus élevées de PTH, il faut penser à changer le lithium pour un autre stabilisateur d'humeur. Sinon, on peut aussi traiter comme avec le Sinacalcet si les bénéfices dépassent les risques. Ensuite, pour le Divalproex, alors je vais parler de quelques perturbations hépatiques là, qui peuvent survenir avec ce médicament-là. Donc, on peut tout d'abord voir une élévation des transaminases, donc AST, ALT, qui est souvent asymptomatique. C'est quand même 40 des cas, donc ça arrive vraiment souvent. Puis les cas vraiment d'hépatotoxicité sévère, là, c'est vraiment plus rare. Donc on parle de 0,01%. Sinon, le divalproex peut aussi mener à une hyperammonémie qui est possible en l'absence de perturbations hépatiques, donc avec des AST-ALT normaux, puis même avec une hypovolémie normale. Donc, souvent, l'élévation peut être asymptomatique quand elle est légère à modérée. C'est souvent ça qu'on va voir. Ça peut survenir après quelques semaines, mais aussi après plusieurs années de traitement sous divalproex. Puis, les symptômes vraiment à surveiller d'encéphalopathie, donc d'une hyperammonémie qui est très élevée. Ça peut être les tremblements. Ben, dans le fond, c'est des tremblements, l'ataxie, la somnolence, léthargie, désorientation, convulsions. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut surveiller comme symptômes. Dans le fond, c'est des symptômes de toxicité là, à l'épival. Puis, il y a aussi la pancréatite aiguë qui est aussi très, très rare, là, donc 0,1 à 2 qui peut survenir à n'importe quel moment. Donc, on parle d'une semaine à 8 ans parce que c'est une réaction qui est idiosyncratique, qui est expliquée par une accumulation de métabolites toxiques au niveau du pancréas. Donc, c'est pas dose dépendant. Puis les symptômes à surveiller, c'est les symptômes classiques de
pancréatite, donc la douleur abdominale, nausées et vomissements. Euh, comment qu'on gère là, une perturbation hépatique avec le Divalproex? Ben, c'est sûr, à la base, il faut avoir un bon bilan hépatique pour pouvoir au moins comparer, être sûr que ce n'était pas là avant. Euh, Si le patient y est asymptomatique, une diminution de dose peut être tentée dans un premier temps, surtout au niveau, mettons, si une élévation des transaminases ou de l'ammoniac, parce que souvent, ça pourrait diminuer, normaliser même les transaminases ou l'ammoniac. Mais si le patient présente des symptômes ou si le bilan hépatique il demeure perturbé malgré la diminution de dose, il faut penser à cesser le Divalproex. Et aussi se rappeler que si on a des symptômes graves, là, donc des symptômes d'encéphalopathie ou d'hépatotoxicité sévère avec hyperammonémie, il existe un antidote qui est la lévocarnitine qui se donne en IV. Donc, il faut référer évidemment le patient à l'urgence. Puis, pour la pancréatite, si on soupçonne une pancréatite, on peut doser l'amylase ou si on peut demander un scan abdo. Puis, si l'amylase est élevée, on parle souvent de 3 fois la limite supérieure normale, puis qu'on n'a pas d'autres causes qui peuvent expliquer cette élévation d'amylase-là. Il faut penser à cesser le Divalproex parce que ça peut être mortel, dans le fond, la pancréatite aiguë. Puis, au niveau du re-challenge, le risque de récidive est quand même assez élevé. Donc, ça demeure possible, mais il faudrait penser peut-être faudrait laisser quand même beaucoup de temps passer, là, quant à moi. Au niveau, c'est ça. Donc, le dernier effet indésirable pour le Divalproex, donc la thrombocytopénie, qu'on peut voir chez 5 à 18 des patients, avec une physiopatho exacte qui demeure encore inconnue, mais ça pourrait peut-être être auto-immun ou un effet toxique là, directement sur la moelle osseuse. Euh, c'est ça. Il y a différents stades là, de thrombocytopénie, donc léger, modéré ou sévère. Je dirais qu'on va plutôt s'inquiéter là, quand on tombe dans le modéré ou si le patient a des symptômes. Donc, il y a le modéré qui est comme en bas de 100 fois 10 à la 9 par litre. Euh, c'est un effet qui est dose dépendant. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait observer cliniquement? C'est un temps augmenté de saignement. Ils sont évidemment des plaquettes, puis aussi des pétéchis ou des petits bleus, là. Les patients qui sont plus à risque de thrombocytopénie secondaire au Divalproex sont les femmes, les personnes avec un âge avancé, les doses élevées de Divalproex, puis les personnes qui ont déjà des plaquettes diminuées à la base. Donc, comment qu'on gère ça? C'est quand même assez simple. Souvent, juste le fait de diminuer la dose, ça va améliorer, même résoudre l'épisode de thrombocytopénie. Puis, il est recommandé de le cesser vraiment, puis de référer en hémato si la thrombocytopénie est sévère, donc on parle en bas de 50. Donc, finalement, la dernière section des antidépresseurs. Donc, je vous ai mis vraiment ces tableaux-là à titre indicatif parce que je pense qu'on les connaît assez bien, les effets indésirables des antidépresseurs. Je vais en aborder seulement 2. Je vais aborder le segment GI, gastro-intestinal haut, et l'hyponatrémie. Euh, Parce que c'est ça, les autres effets indésirables, là, la gestion, comme, mettons, le QTC allongé, tremblement, prise de poids, ça revient quand même à, à une gestion similaire à des antipsychotiques. C'est ça, j'avais ben, quelqu'un qui m'avait montré ça, là, c'est de Mayo Clinic. Je ne sais pas si vous allez le voir là, sur mon écran, je pense que oui, là. Mais c'est un site qui compare, dans le fond, tous les antidépresseurs qu'on utilise quand même couramment. C'est ça. Donc, c'est le site de Mayo Clinic. Puis, je pense que ça peut être vraiment intéressant, surtout pour quand on veut débuter un antidépresseur ou si on a un patient qui se plaint de prise de poids ou de diminution de libido, mais on peut voir ici quelle molécule pourrait être plus intéressante pour lui. Comme on sait, le bupropion au niveau de la libido, il est plus favorable. Puis, c'est ça, en cliquant sur les différents euh,
les différents moules. On peut voir qu'est-ce qui peut être plus intéressant pour notre patient. Donc, on a ça pour le poids, au niveau de la libido, les effets sexuels, au niveau de la sédation, le coût, puis aussi qu'est-ce qui est plus difficile ou facile à arrêter, qu'est-ce qui peut donner plus de symptômes de sevrage. Donc, je trouvais ça intéressant. Je vais vous repartager ma présentation. Donc, ça, pour ces effets-là, la gestion demeure assez semblable là, à ce qu'on a déjà vu, donc diminuer la dose, changer le moment d'administration, changer la molécule ou rajouter un traitement d'appoint comme le bupropion pour les effets indésirables sexuels. Donc, c'est ça. Les deux effets indésirables là, que je voulais peut-être plus parler pour les antidépresseurs. Donc, tout d'abord, le saignement gastro-intestinal haut. C'est un effet indésirable. Je n'ai jamais vraiment vu ça en pratique, mais c'est quand même à garder en tête parce que c'est quand même assez bien documenté. C'est surtout là, avec des patients qui présentent des facteurs de risque comme l'âge avancé, tabac, alcool et l'utilisation d'agents antiplaquettaires, anticoagulants, les INS. Donc, moi, en tout cas, ça arrive souvent que je me questionne est-ce que je rajoute un pantoprazole en prophylaxie. Je dirais que si le patient il y a plusieurs facteurs de risque ou si le patient doit prendre un INS de façon régulière, souvent, je vais penser à rajouter un IPP, surtout là, le temps qu'ils prennent l'INS. Sinon, l'hyponatrémie, qu'on peut voir avec ISRS, un peu moins avec les IRSN, mais on peut quand même le voir avec cette classe de molécules. Il faut surtout penser à, à regarder, en tout cas à faire des suivis de natrémie chez nos patients âgés, donc en haut de 65 ans, ou chez les patients qui prennent des diurétiques, IECA, ou qui ont déjà eu des antécédents d'hyponatrémie. Dans la littérature, là, c'était soit en bas de 130, 135 là, qu'on commençait à s'inquiéter, puis qu'on pouvait penser à un SIADH chez nos patients qui prennent des SRS, IRSN. C'est quand même intéressant parce que c'est un effet qu'on voit surtout dans les 2 premières semaines. Donc, on n'a pas besoin de suivre ça pour toute la vie, là. C'est vraiment plus en début de traitement. Puis, qu'est-ce qu'on peut voir comme symptômes d'instabilité, chute, diminution de cognition, ostéoporose. Puis au niveau de la gestion, donc c'est sûr si on va à une hyponatrémie, puis on soupçonne peut-être un SIADH, on devrait référer le patient en néphro pour qu'il fasse des labos. Donc je vous ai mis là en haut table 2 là, c'est les table 2, ouais c'est ça, c'est les labos qu'on peut faire là, si on a une hyponatrémie. Donc, l'osmolalité au niveau sérique et au niveau urinaire, ça peut nous orienter. Est-ce qu'on parle d'une polydipsie primaire ou on parle plus d'un SIADH? Puis, c'est ça. Si vraiment le SIADH est confirmé en néphro, la conduite, souvent, ça va être d'arrêter l'antidépresseur parce qu'une hyponatrémie à long terme, là, ça peut être dangereux. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Dr. Arruda.